booktube, j'espère que vous allez bien. Alors je vous reviens aujourd'hui pour vous parler bouquin. Pour le moment, alors je sais pas ce que j'ai, mais j'ai une frénésie de livres, je lis énormément et il y a tellement de livres qui m'intéressent. Je sais pas là si c'est la période d'automne ou j'en sais trop rien, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs super cool qui sortent et j'ai tellement envie de lire des livres avec une ambiance automnale, un petit peu avec des sorcières, etc. Donc là je voulais vous parler des derniers livres que j'ai achetés, que j'ai pas encore lus. Alors bon, le problème c'est que moi je lis sur liseuse, donc du coup j'ai pas l'objet papier à vous montrer et je vous avoue que de plus en plus j'ai cette envie d'avoir l'objet papier. Alors lire sur liseuse c'est extrêmement pratique et franchement c'est beaucoup plus pratique qu'un bouquin, on va pas se mentir. Moi je lis souvent le soir, je fais parfois des insomnies donc je lis pendant la nuit et c'est vrai que du coup le fait que la liseuse est rétroéclairée c'est vraiment pratique et en plus ça te fait pas mal au bras. Tu sais, quand t'as un livre de 800 pages ça pèse le même poids quoi hein, que ce soit 200 pages, 800 pages, avec ta liseuse ça change rien. Mais c'est vrai que là il y a des livres je trouve qui sortent et qui ont des couvertures vraiment tellement belles et je sais pas, là j'ai envie d'avoir l'objet papier. Donc là j'ai un dilemme en fait en moi qui me dit bon tu sais très bien que la liseuse tu préfères lire sur liseuse mais en même temps tu as envie d'avoir le format papier parce que c'est joli et parce que tu as envie de l'avoir dans ta bibliothèque. Moi il faut savoir que ma bibliothèque est très peu fournie parce qu'en fait j'ai tellement déménagé dans ma vie que avoir autant de livres posait vraiment problème parce que c'est super lourd à chaque déménagement. Du coup en fait j'ai revendu quasiment tous mes livres. Je n'ai presque plus de livres dans ma bibliothèque parce que j'ai tout vendu. Et là j'ai de nouveau envie d'en acheter. Je sais pas quoi faire. Fille indécise, bonjour. Voilà, je sais pas. Ou alors à la limite je me dis je fais un peu des deux. Quand c'est un livre avec une belle couverture je l'achète. Quand la couverture est moins belle je l'achète pas. Je ne sais pas très bien. En plus il y a certains livres qui sont quasiment au même prix en format papier qu'en format numérique. Parfois ça vaut vraiment le coup d'acheter en format numérique parce que genre le livre il te coûte 10 € moins cher. Et ça je trouve que ça vaut la peine. Et puis parfois en fait ici j'ai un livre, c'est Les sorcières de Pendle, donc qui m'intéresse trop. Ça fait, enfin je l'ai mis dans ma wishlist ici sur Amazon. Et le format Kindle coûte 14 €, 13,99 € et t'as le format poche qui coûte 7,95 €. Donc le format poche, le format papier est beaucoup moins cher que le format numérique. Donc clairement celui-là je pense que je vais l'acheter en papier. Parce que voilà, ne fût-ce que point de vue financier, c'est plus intéressant de l'acheter en papier. Et donc là en fait dans mes derniers achats j'ai acheté le roman Serpent et Dove, je sais pas comment il se prononce, à mon avis c'est un titre anglais. Ils ont gardé le même titre qu'en anglais je pense. Il y a plusieurs tomes, pour le moment il n'y a que le tome 1 qui est disponible, qui est traduit. Et c'est de Shelby Mahurin. Et c'est une histoire avec des sorcières et j'aime bien, voilà, j'avais trop envie de ça pour le moment. Et là en fait je vais vous dire tout ce que j'ai de ce que je prévois d'acheter hein. Je les ai pas encore achetés parce que comme c'est en numérique, moi j'achète au fur et à mesure que je termine un livre, j'en achète un autre, je les achète pas d'avance, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc je vais vous dire ce que je compte acheter. Vous allez voir il y a pratiquement que des trucs avec des sorcières, vraiment de la magie et tout. J'ai tellement envie de ça pour le moment. Et donc là ce roman Serpent and Dove, je suis à 50% de lecture. Et franchement j'aime vraiment bien, j'aime beaucoup l'héroïne, elle est très cool. Donc voilà, ça parle de sorcières, de magie, mais aussi de religion catholique et voilà, je trouve ça trop cool. J'ai acheté aussi La Villa aux étoffes, le tome 1. Là ça parle pas de magie mais j'ai cru comprendre que c'était j'ai vu ça sur la chaîne de Laura's Reading, je pense que c'est ça. J'ai aussi vu sur la chaîne de Piketty Bookin, je pense que c'est ça son nom, Stéphanie, moi j'ai du mal à retenir le nom de la chaîne mais c'est Stéphanie qui en parlait. Et ici c'est en fait un Downton Abbey mais en Allemagne. Et Downton Abbey j'aime tellement. J'adore trop ce genre de série historique et en plus je trouve qu'en automne ça fait trop du bien de lire ça. C'est ouais je sais pas, l'ambiance quoi, l'ambiance début années 1900 dans les familles riches, dans les manoirs où t'as des réceptions, où t'as des problèmes voilà par rapport au mariage, les rumeurs, enfin tu vois, où t'as encore des codes très établis sur ce que doivent faire les femmes et tout. Je sais pas, j'aime bien lire ça et j'ai entendu mais tellement de bons avis et la couverture Charleston
est tellement belle de ce livre. Je l'ai acheté en numérique hein, mais franchement je regrette surtout que... combien est-ce qu'il coûte? Attendez, en numérique je l'ai payé 7,99€, 5,99€ pardon, donc 6 euros. Et en format poche il est à 9,60€. Mais en format poche je trouve qu'il est pas très beau en fait. La couverture est pas très belle, tandis que la couverture brochée elle est vraiment très jolie. Enfin bref voilà, là je l'ai acheté en format numérique, donc je vais pas faire un double achat parce que ça va revenir cher à la fin. Mais voilà, j'ai acheté ça, qui est un roman d'époque et tout, style Downton Abbey. Je suis impatiente de le commencer. Et j'ai acheté aussi La sorcière de Silcy. Encore une fois, c'est un truc là, je sais plus quelle chaîne, j'ai vu ça sur une chaîne Booktube. Hein. Franchement, j'arrête pas de regarder des... Je me suis abonnée à plein de chaînes Booktube et je vous avoue que je ne fais que ça, je ne regarde plus que ça pour le moment sur YouTube. Des chaînes Booktube qui parlent des lectures d'automne et tout, et j'aime trop. Et là c'est un roman qui se déroule en Angleterre en 1648. Et voilà, c'est avec une famille de guérisseuses apparemment. Et c'est une femme qui est guérisseuse et qui donc va se faire traiter de sorcière. Et voilà, je ne sais pas très bien, ça a l'air super intéressant. Encore une fois, la couverture était vraiment jolie, j'aimais beaucoup. Mais là en format numérique il coûtait 10 € et en format broché 19,50 €. Donc là ton format numérique te coûte quand même 10 € moins cher. Je trouve que ça vaut plus le coup. Voilà, par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est les livres que j'ai achetés. Et alors ceux que je prévois d'acheter, qu'ils sont encore dans ma wishlist hein, en attente. Dès que j'ai fini un livre, j'en acheter un autre. Donc il y a Les sorcières de Pendle. Il y a le livre L'or. Alors ce livre là, je le vois partout parce que j'ai l'impression que tout le monde le reçoit en format broché. Mais c'est même plus que format broché, c'est format avec une couverture rigide en fait. Et le livre c'est juste un objet de déco. En fait c'est un objet de déco. La couverture est trop belle. Il y a des dorures, il y a... le livre est trop beau. Et voilà, j'ai clairement envie de l'acheter. Ce format là, donc avec la format rigide, il coûte 25 €. Et le format ebook il coûte 13 €. Donc clairement le format ebook est beaucoup moins cher. Mais j'attends un petit peu là en fait. Ce qu'il y a c'est que je l'ai vu beaucoup passer du point de vue que la couverture était très belle. Mais par rapport à l'histoire je sais pas encore très bien parce que voilà les avis. Apparemment c'est une histoire avec de la mythologie, avec voilà sur la couverture vous voyez Médusa. Et ouais c'est vraiment la mythologie grecque et j'aime tellement ça, la mythologie. Enfin voilà, là c'est pas avec des sorcières mais il me tente trop. Dans ma wishlist j'ai aussi mis Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer. Voilà, c'est un nom un peu particulier hein, à mon avis c'est une traduction de l'anglais. Et donc ce livre là c'est une réécriture de La Belle et la Bête apparemment. Alors je n'ai jamais lu de réécriture de contes parce que ça ne m'intéressait pas trop. Mais celui-là c'est encore une fois c'est Stéphanie de Piketty Booking qui en parlait. Elle m'a donné envie de le lire. Voilà, donc je l'ai mis dans ma wishlist. Mais je vous avoue qu'en format Kindle il coûte un peu cher. Il coûte 16 €, 15,99 €. Et je trouve que pour un format numérique... c'est cher quoi, parce que le format broché si tu veux il coûte 20 €. Donc en fait il n'y a que 4 € de différence. Et donc voilà, je trouve qu'il coûte un petit peu cher. Toujours dans l'esprit automne, j'ai mis dans ma wishlist L'orpheline de Foundling de Stacey Halls. Là c'est un livre qui coûte 14 € en format Kindle, je trouve qu'il est un peu cher aussi. Et en format broché il coûte 20 €. Donc voilà, le format numérique coûte moins cher mais je trouve que la différence n'est pas énorme non plus. C'est encore une fois un roman historique avec des thématiques féministes. Ça se déroule en 1748 et encore une fois à Londres. Alors je sais pas ce que j'ai avec les romans qui se déroulent en Angleterre pour le moment. Mais en fait je sais pas, j'adore trop. Voilà, pour le moment c'est vraiment mon gros kiff. Et là c'est pas avec des sorcières ni quoi que ce soit hein, mais c'est vraiment encore un espèce de saga familiale, un peu comme Un manoir en Cornouailles ou voilà, ce genre de roman. Moi j'aime trop, j'aime vraiment bien. Et voilà, avec du suspense et tout, mais vraiment une saga familiale. Ça a l'air super intéressant, donc ça j'ai mis aussi dans ma wishlist. Et alors un autre que là je vais lire bientôt parce qu'en fait ça se prête totalement à la période d'Halloween, c'est Mexican Gothic. Celui-là c'est vraisemblablement avec du paranormal ou en tout cas ouais je sais pas, du truc de la magie ou je sais pas si ça fait un peu
peur, mais on dirait. Là je vois qu'il y a un commentaire qui dit Lovecraft rencontre les sœurs Brontë en Amérique latine. Je sais pas, ça a l'air super intriguant. Moi j'aime pas les livres qui font peur, hein. Je lis pas ça parce que comme je vis toute seule, enfin je vis avec mes enfants, mais voilà, je suis toute seule, la seule adulte on va dire dans la maison. Si j'ai des trucs qui me font peur, je vais pas dormir, et déjà que j'ai beaucoup de mal à dormir, j'angoisse très facilement le soir. Une fois qu'il fait noir, j'ai du mal quoi, hein. Voilà, j'ai travaillé là-dessus et ça va mieux qu'avant. Mais c'est quand même pas encore le top, et je pense que ça le sera jamais. J'aurai toujours un peu d'angoisse la nuit. Donc lire des trucs qui font peur, non, je dormirai pas, donc c'est pas la peine. Et ici apparemment ça fait quand même pas peur, mais il y a quand même un peu, c'est quand même un peu effrayant, mais pas trop, de ce que j'ai pu comprendre. Donc celui-là, j'aimerais bien l'acheter et j'aimerais bien l'avoir en format papier parce que j'aime bien la couverture. Voilà. Je trouve que la couverture est tellement jolie, et en plus la différence de prix est pas très grande. Donc je me tâte, je sais pas si je vais le lire en numérique ou en papier. Voilà, j'attends un petit peu de voir. Mais voilà, en tout cas pour le moment, les livres que j'ai achetés et les livres que je prévois d'acheter, parce qu'en général si je les mets dans ma wishlist à un moment donné, je finis par les acheter. Donc voilà, ça c'est les lectures automnales du moment, mais je sais qu'il va y en avoir d'autres parce que il y a trop de lectures intéressantes, il y a trop de trucs qui sortent qui ont l'air tellement bien. Et voilà, et à force de regarder des vidéos qui parlent de ce livre, j'ai tellement envie d'en acheter, et voilà, et peut-être que du coup vous aussi vous allez avoir envie d'en acheter quand vous aurez vu ici ma vidéo du coup. Les deux petits trucs que j'ai trouvé pour mon fils, donc ça peut être une chouette idée cadeau si vous avez un enfant qui est fan de Pokémon, ou un neveu, un petit frère, voilà, en tout cas un petit garçon qui est fan de Pokémon. Je viens de trouver ça en fait en allant faire mes courses tout simplement dans mon supermarché, et en fait je vous les présente parce que ça a un rapport avec les livres. Voilà, j'ai trouvé ça, donc c'est une espèce de BD Pokémon à la découverte de Galar. C'est une aventure cherche et trouve. Alors moi mon gamin il a 5 ans, il sait forcément pas lire, mais ce que j'ai trouvé bien c'est que c'était peut-être pas obligatoire de savoir lire. Alors en fait vous avez comme ça des pages avec les Pokémon ici à retrouver, et aussi des espèces de petits voilà, genre une petite fleur ou quoi à retrouver, et donc j'ai trouvé que c'était pas mal. Il y a un petit texte, bon ça forcément mon fils ne saura pas lire, mais ça je pourrais le lire pour lui, ou éventuellement sa soeur si sa soeur se met à côté de lui quand ils font le cherche et trouve. Donc ça j'ai trouvé que c'était pas mal. Alors en plus au milieu vous avez des stickers, donc voilà, pour décorer des dessins ou peu importe. Et puis à la fin il y a encore des petites infos, donc ici par exemple il y a un mini Pokédex, il y a un jeu des 10 différences, questions pour un dresseur, la bonne évolution, donc ici c'est voilà, des petits jeux encore à faire en plus, et voilà. Ça m'a coûté 9,95 €, donc 10 €, je trouve que bon voilà, c'est un prix classique. Voilà, je suppose qu'on peut le trouver sur Amazon, j'essaierai de vous trouver le lien. Comme ça si ça vous intéresse de l'acheter vous pourrez directement le prendre sur Amazon. Moi j'ai trouvé vraiment par hasard dans mon supermarché, il y avait tout un stand avec tous les trucs Pokémon. Voilà, j'étais très étonnée, c'est la première fois que je voyais ça là, du coup je lui ai pris. Et alors par la même occasion, mais ça n'a rien à voir avec les livres, je lui ai pris des cartes à gratter. Voilà, je sais pas si vous connaissez ça pour les enfants, moi il en avait déjà reçu un lot comme ça de cartes à gratter Pokémon. Donc vous avez 10 cartes à l'intérieur avec un petit bâtonnet, et en fait il faut gratter le noir. Et donc vous avez un dessin qui apparaît du coup quand vous grattez le noir. Moi il adore ça. Alors après ce truc ça te fait des crasses dans toute la maison quoi, hein. Enfin dans toute la maison, on va dire sur ta table, en tout cas à l'endroit où il le fait, parce que forcément le noir qui est gratté, ça doit bien aller quelque part. Donc ça
c'est un peu chiant, mais bon, disons que ça occupe quand même les enfants pendant un bon moment. Et voilà, moi, je vous dis, il a 5 ans, il en avait déjà eu l'année passée, donc je crois qu'il a dû avoir ça quand il avait 4 ans, et il aime bien. Et donc voilà, il y en a apparemment 8 dans la collection, 8 pochettes. J'en ai vu d'autres dans mon magasin, mais bon voilà, ça c'était 7,50 €. Je me suis dit que je en reprendrai quand j'irai faire mes courses, voilà, la prochaine fois, quitte à en prendre un par semaine pour qu'il ait toute la collection. Et après, ben voilà, vous pouvez garder les cartes et c'est un truc sympa. Donc voilà, si vous avez dans votre famille un petit garçon ou une petite fille qui est fan des Pokémon, eh ben il existe ce truc là qui est assez cool. Je vous retrouve pour un petit update lecture. J'ai terminé le roman Serpent and Dove, le tome 1. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. C'est même ouais, limite un coup de cœur. J'ai trouvé ça super sympa avec les sorcières, la magie et tout ça. Je vous en reparlerai plus en détail dans un point lecture. Voilà, là je voulais juste vous faire un petit mot là-dessus sur ce roman que j'ai terminé et que je trouve idéal pour cette période-ci, la période de octobre. Si vous avez envie d'un roman de la magie et des sorcières, eh bien je trouve que celui-là il fait tout à fait le job. Alors il faut savoir qu'il y a quand même une histoire d'amour dans le roman et cette histoire d'amour prend quand même beaucoup de place. Moi je m'y attendais pas trop à ce que cette histoire d'amour prenne autant de place et à un moment donné j'ai eu peur dans l'histoire parce que vraiment... on parlait plus que de ça quoi, donc j'ai un peu craint à un moment donné parce que moi les romans d'amour c'est plus trop mon truc, mais finalement ça va, c'était que quelques chapitres et après on est repassé sur l'intrigue principale de l'histoire. Du coup voilà, moi je vous conseille parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Là je me suis lancée dans La sorcière de Silcy. Et je dois dire que pour le moment je suis un peu mitigée sur cette lecture. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais en fait. Du coup je suis un peu dubitative, j'ai même pensé à un moment donné à l'abandonner. Je sais pas trop si je voulais continuer ou pas parce qu'en plus le roman est très long. Et il est pas forcément hyper facile à lire parce que c'est une histoire qui se déroule en 1648 il me semble. En Angleterre ou en tout cas sur une petite île comme ça en périphérie de l'Angleterre. Et voilà, disons qu'il y a du vocabulaire utilisé qui n'est pas toujours évident à comprendre parce que l'histoire se déroule dans un marais. Et puis il y a un point de vue historique aussi tout autour de cette histoire avec, je sais pas, c'est la guerre en Angleterre avec le roi a été démis de ses fonctions parce que la religion a changé. Et je vous avoue que je n'y connais rien du tout, point de vue historique par rapport à cette période, j'y connais rien. Je sais pas du tout ce qui s'est passé en Angleterre, je connais pas l'histoire de l'Angleterre quoi, voilà, moi je connais l'histoire de la Belgique parce qu'on me l'a appris à l'école. Vite fait l'histoire de la France, quelques autres faits comme ça dans le monde, mais c'est vrai que l'Angleterre je n'y connais rien. Du coup eh ben, le point de vue historique c'est pas évident parce qu'en fait vous êtes plongé dans cette période là. Mais si t'as pas de connaissances, ben c'est un peu compliqué à suivre. Moi je vous avoue, il y a parfois j'arrive pas à suivre quoi. Je comprends vite fait que il y avait une religion bien précise, c'était la religion catholique. Et que le Parlement apparemment a pris le pouvoir, le roi a été déchu de ses fonctions. Il a été mis en prison apparemment, mais il n'est pas vraiment en prison parce qu'on parle quand même d'un château. Donc je comprends pas très bien où est le roi. Et donc du coup maintenant c'est une nouvelle religion. Je suppose que c'est la religion protestante. Il me semble qu'à un moment donné les Anglais sont devenus protestants, mais voilà, je suis pas trop sûre de ce que je raconte. Donc du coup on est plongé là-dedans et c'est vrai que moi ce point de vue là historique je m'en fous en fait, ça m'intéresse pas tellement. C'est une période qui m'intéresse pas forcément, savoir ce qui s'est passé en Angleterre je m'en fiche un peu et je suis un peu perdue. Donc du coup la lecture est pas forcément hyper marrante. Là je suis à je crois 20% de lecture, donc c'est quand même déjà pas mal. Et il se passe pas grand chose, voilà. Il y a une histoire d'amour qui va devoir se mettre en place parce qu'on l'apprend dans le résumé. Et de fait là elle commence à se mettre en place, mais bon c'est pas non plus transcendant quoi, c'est pas...
Voilà, je sais pas, pour le moment j'aime pas trop et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, donc je suis un petit peu déçue pour le moment par rapport à ce livre là. Je vous en reparlerai quand je serai un peu plus avancée dans la lecture ou que je l'aurai terminé, on verra. Et puis je voulais vous montrer mon dernier achat livre qui n'est pas pour moi mais qui est pour ma fille. Il s'agit d'un manga. Je lui ai acheté le tome 2 du manga Choubi Choubi, Mon chat pour la vie. Alors en fait dans les mangas Choubi Choubi, vous avez deux tomes, donc tome 1, tome 2 qui sont... Choubi Choubi, je sais plus ce que c'est, Mon chat tout petit, voilà. Et là c'est quand vous avez Choubi Choubi qui est chaton. Et puis après l'autrice, enfin la mangaka a fait toute une série avec Choubi Choubi qui est devenu adulte. Et voilà, on a commencé avec ma fille, enfin j'ai commencé à lui acheter les mangas de cette collection, hein. C'est la mangaka qui a fait le manga Chi, une vie de chat, et donc elle en a fait encore un autre avec des chats. Je crois qu'elle se renouvelle pas trop, hein, la dame. J'ai pas demandé à ma fille si ça ressemblait à Chi, mais je pense que ça doit être dans le même style. D'ailleurs je me demande si Chi n'intervient pas dans l'histoire à un moment donné. Je crois qu'elle se foule pas trop au niveau des histoires, des dessins et tout ça. Je sais pas si les dessins, ouais c'est exactement le même style que le manga Chi. C'est pareil, voilà. Mais bon, ma fille aime bien, elle adore les histoires avec les chats. Et donc du coup je lui ai commencé cette série-ci. Et je sais pas vous dire combien il y a de tomes pour le moment. Je crois qu'un tome coûte 7,95 €. Un peu moins de 8 €, donc ça va, c'est pas trop cher, j'en achète un de temps en temps, elle est contente et comme ça ben voilà, on commence une nouvelle série de manga. Je trouve ça intéressant de lui acheter comme ça une série parce que de toute façon elle les relit et puis c'est son frère après qui pourra les lire, donc je trouve ça plutôt cool. Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour eh bien vous parler écriture. Dans ma précédente vidéo où je vous parlais écriture, quelqu'un m'a posé la question de savoir comment faire quand tu veux écrire de deux points de vue, un point de vue dans le passé et un point de vue dans le présent. Puisque je vous avais dit que j'ai repris donc l'écriture du tome 3 de ma saga Forbidden Love et je pensais faire à un moment donné ça, donc un chapitre dans le passé, donc en 1943-1944 et un chapitre dans le présent et alterner comme ça. Et finalement j'ai laissé tomber l'idée. Voilà, spoiler alert, j'ai laissé tomber l'idée. Mais du coup dans cette vidéo, quelqu'un, enfin en dessous dans les commentaires, quelqu'un m'avait demandé comment faire justement si on souhaite faire ça dans son histoire. Alors, moi je pense que pour vraiment avoir une bonne base, voir vraiment comment faire, je vous conseille de lire des romans qui sont construits de cette façon-là. C'est la meilleure façon je pense de voir comment on construit ce genre d'histoire quand vous faites comme ça un point de vue dans le passé, un point de vue dans le présent. Pour ça, je vous conseille les romans de Lucinda Riley. Donc la saga Les 7 Sœurs. Entre autres, elle a fait d'autres romans. Je ne sais pas si les autres romans c'est la même chose avec les points de vue. J'ai un autre roman à elle dans ma Kindle que j'ai acheté quand il y avait l'opération All Star sur Amazon. Je ne l'ai pas encore lu, mais en tout cas pour ce qui est de la saga Les 7 Sœurs, sachez que chacun des tomes eh bien, est construit de cette façon. Vous suivez une des sœurs dans le présent pendant plusieurs chapitres et puis à un moment donné de l'histoire vers je sais pas les 25% de l'histoire on va dire plus ou moins, et bien là elle commence à alterner avec un chapitre dans le passé parce qu'on va suivre donc l'ancêtre de la sœur. Et je trouve qu'elle fait ça très très bien, c'est bien fait. Ces romans vraiment sont, ouais c'est bien construit en fait et c'est pas difficile de se repérer. On sait tout de suite dans quel chapitre on se trouve, dans le passé, dans le présent. Vraiment, Lucinda Riley fait ça très bien. Donc si ça vous intéresse d'écrire ce genre d'histoire, moi je vous conseille vraiment, penchez-vous sur les romans de Lucinda Riley. Vous n'êtes pas obligé de lire les 7 romans de la saga Les 7 Sœurs, hein, mais lisez au moins le premier et attardez-vous vraiment sur sa façon de faire. Regardez bien, analysez son histoire, voilà, la structure de son roman et faites la même chose. Voilà, attention, c'est pas du plagiat, hein, on parle juste de la structure, voir comment on construit un roman de cette façon-là. Je vous conseille vraiment de faire ça parce que je pense que je peux vous donner plusieurs conseils. Je crois que le mieux vraiment c'est de pouvoir lire un roman comme ça et de s'en imprégner, de voir vraiment comment on fait. Et surtout, moi je vous dis Lucinda Riley le fait bien. Il y a peut-être d'autres auteurs qui le font aussi, mais peut-être qu'ils le font moins bien. Franchement j'en sais rien, je n'ai pas souvent lu des romans comme ça qui alternaient passé-présent. Mais Lucinda Riley, je peux vous dire qu'elle le fait très bien. Sinon vous avez aussi le roman Un manoir en Cornouailles de Eve,
Eve Chase. Je vous laisserai les liens en barre d'infos de ces romans qui pointent sur Amazon si vous voulez vous les procurer, ce sera plus facile pour vous. Eh bien elle fait ça aussi, Eve Chase. Mais elle le fait bien, mais moins bien que Lucinda Riley, je trouve. Donc voilà, tant qu'à faire, si vous voulez vous inspirer de quelqu'un, je vous conseille de vous inspirer de Lucinda Riley pour construire un roman comme ça qui alterne les points de vue passé-présent. Pour en revenir à mon roman, puisque voilà, cette vidéo c'est un petit peu un vlog lecture-écriture. Donc j'avance très très bien dans mon tome 3, enfin très très bien. J'avance, on va dire ça comme ça, je n'écris pas tous les jours, mais quand j'écris, je fais quand même des séances assez longues parce qu'en fait je n'ai pas de blanc, je trouve toujours quelque chose à raconter, enfin, la suite en fait me vient assez spontanément. Alors je ne fais pas de plan 1, voilà, comme pour toutes mes histoires, il n'y a pas de plan. Forbidden Love n'a jamais eu de plan, ni pour le tome 1 ni pour le tome 2, je le construis vraiment comme ça me vient. Et pour ce tome 3, ben finalement c'est pareil. Je vous avais dit dans la précédente vidéo que je pensais alterner donc avec le passé présent. Et au final j'ai une nouvelle idée qui est apparue et ça m'est venu comme ça. J'ai commencé à écrire cette scène que j'avais en tête et en fait j'aime bien. Du coup en fait je me suis rendu compte que je ne bloquais pas sur les phrases, je ne bloquais pas sur l'histoire, ça me venait spontanément et j'écrivais vite. Du coup je me suis dit que si j'écrivais aussi vite, c'est que, en tout cas pour moi, ça me convenait bien. Du coup, je suis repartie sur cette idée. Je ne sais pas, en fait là, le truc c'est que je suis toujours dans le passé, donc en 1943. Je ne sais pas très bien comment je vais faire pour repasser au présent à un moment donné, puisqu'il va falloir repasser sur l'histoire de Alex et Elea. Puisque si vous avez lu le tome 2 de Forbidden Love, vous n'êtes pas sans savoir que la fin... Eh ben on laisse un petit peu sur la fin. Voilà, le tome 1 c'est pareil, il se terminait sur un gros cliffhanger et le tome 2 bah c'est un peu la même chose. Voilà pourquoi aussi il y a beaucoup de lectrices qui étaient mécontentes parce que clairement il fallait une suite. Elle arrive, donc voilà, ne soyez plus fâchés, la suite arrive. Je sais que c'est long, mais elle arrive. Mais donc du coup il faut que je repasse sur cette histoire là. Je ne sais pas encore très bien comment je vais faire la jonction entre les deux parties, passé présent, je sais pas. Ou alors je fais partie 1 qui concernera le passé et partie 2 qui concernera le présent. Mais pour justifier le fait qu'il y a une partie dans le passé, il faut que ça ait une conséquence sur le présent. Parce qu'en fait c'est ça en fait dans les romans souvent. Ce qui fait qu'un lecteur peut ne pas apprécier un roman, c'est qu'il y a des scènes qui ne sont pas utiles. Que tu sens bien qu'en fait l'auteur avait envie d'écrire sa petite scène, il l'a faite, mais en fait elle ne fait pas du tout avancer l'histoire. Du coup en fait cette scène, en tant que lecteur, tu te dis à un moment donné, oui mais en fait on s'en fout. Et toute cette partie moi que j'écris sur les origines des Wyrun, comment ils sont apparus, c'est bien pour donner une explication, mais il faut que ça ait une conséquence sur le présent. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça en fait au début du roman? Il faut que, à un moment donné, cette partie dans le passé justifie quelque chose dans le présent. Et je suis en train d'y travailler. J'ai plus ou moins une idée. Alors je suis en train de partir dans des... Je sais pas, dans des idées un peu folles. Et voilà, j'ai une espèce d'idée voilà, qui est venue, qui est apparue. Je me dis que dans le présent, il pourrait se passer ça, qui trouve ses origines donc dans le passé, qui est expliqué. Mais voilà, c'est encore très très flou parce que je ne sais pas quelle sera l'incidence de ce truc qui va survenir. Voilà, tout ça est très très flou. Moi j'écris vraiment, là j'écris plus au feeling. Du coup en fait si vous voulez dans la partie passée on va suivre deux nouveaux personnages, mais comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, le point de vue ici ne sera pas interne mais c'est un point de vue externe. Donc j'écris à la troisième personne du singulier et on suit vraiment deux personnages, un homme et une femme. On va suivre leur point de vue etc, mais également tout ce qui se déroule autour puisque c'est pas un point de vue interne. Une petite difficulté que j'ai aussi comme ça en écrivant dans le passé, c'est que comme l'histoire, donc là le passé c'est en 1943, il y a certaines techniques de médecine et de technologie qui n'existaient pas à l'époque. Et en fait parfois je me retrouve un peu coincée parce que j'aimerais bien que ça se passe
mais en fait c'est pas possible parce que cette technique n'existait pas dans le passé. Donc à chaque fois je dois faire des recherches, quand je vois que ça ne coïncide pas avec la réalité, il faut que je transforme ça, que je trouve une alternative, parce qu'il faut savoir que mon histoire c'est de la science-fiction. Mais donc en fait ça se passe dans notre monde, c'est juste qu'il y a une nouvelle espèce d'humanoïde qui est apparue justement là en 1943-44. Mais voilà, le reste de l'histoire doit être réaliste avec notre monde. Du coup je peux pas me permettre des libertés sur certaines techniques de médecine, etc. Il faut vraiment que je cherche un petit peu comment faire. Et bon, pour le moment ça va, je m'en sors plus ou moins. J'espère que je ne me trompe pas trop dans ce que je raconte, je ne pense pas. C'est toujours un peu délicat, hein, parce que quand voilà, je suis pas calée en médecine ni rien, je regarde la date d'invention de certaines techniques. Si je vois que ça a été inventé avant 1943, je me dis ok c'est bon, je peux l'insérer. Si je vois que c'est après, ben, je l'insère pas. Bon, voilà, j'espère que ce sera quand même plus ou moins plausible. Quand je ne sais pas trop, que je suis un peu dans le flou, je reste assez vague. Voilà, ça aussi c'est une technique, si jamais tu sais pas très bien si ce que tu racontes c'est possible ou pas, tu restes un peu flou. Voilà, comme ça tu vois, tu te trompes pas vraiment dans ce que tu racontes puisque tu restes flou. Voilà. J'espère donc que cette troisième partie plaira, parce que c'est vrai que du coup ben là c'est fort différent du tome 1 et du tome 2. Si vous voulez, le tome 1 était quand même très érotique. Forbidden Love, le tome 1, c'est vraiment, l'histoire est vraiment concentrée sur l'histoire d'amour entre Elia et Alex. C'est un petit peu une histoire à la Roméo et Juliette. Et vraiment c'est le point central de l'histoire, c'est l'histoire d'amour. Et puis vous avez tout ce qui concerne le monde des Wyrung qui tourne autour. Mais vraiment voilà, c'est le point central, c'est l'histoire d'amour avec beaucoup de scènes de sexe. Dans le tome 2, il y a beaucoup moins de scènes de sexe, c'est beaucoup moins érotique. Il y en a, allez, on va dire 3 scènes, 3-4 scènes, je crois, érotiques sur tout le roman. Donc c'est pas énorme, hein, parce que mes scènes ne durent pas 10 pages. Hein. Voilà, c'est assez court. Et là, par contre, dans le tome 2, on en apprend beaucoup plus sur le monde des Wyrung. Donc je sais que certaines personnes, j'ai vu dans les commentaires, en tout cas sur la réédition, étaient un petit peu... trouver un petit peu dommage que le monde des Wyrung ne soit pas plus exploité, qu'il n'y ait pas plus d'infos. Eh bien sachez que ces informations voilà, qui manquent, elles arrivent dans le tome 2. Parce que le tome 2, je l'ai voulu beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus dans le drame aussi. Quoique le tome 1 est quand même fort dramatique aussi. Mais... ouais, disons qu'il y a plus d'infos sur le monde des Wyrung dans le tome 2, il y a plus d'action, voilà, l'intrigue est peut-être un peu plus prenante, ça tourne moins autour de l'histoire d'amour de Alex et Elia, même si c'est toujours un point central parce que voilà, ils sont les deux personnages principaux de l'histoire, il le reste, en fait l'histoire du tome 2, il y a deux points de vue, le point de vue de Elia et le point de vue de Alex, parce qu'ils sont séparés et il faut suivre chacun dans l'endroit où ils sont, du coup, mais c'est écrit en jeu. Voilà, pour le tome 2. Et du coup ici, ce tome 3, eh bien vous aurez toute une partie qui se déroule dans le passé, avec les origines des Wyrung, avec donc deux nouvelles personnes, mais d'un point de vue externe. Et puis à un moment donné, il faut que je repasse dans le présent. Et là, on n'aura que le point de vue de Elia. Voilà. Donc cette partie-là est déjà écrite en partie, puisque je l'avais écrite il y a très longtemps. Pour l'instant je suis à 20 000 mots avec donc cette partie qui avait été écrite il y a très longtemps. Franchement ça avance assez bien, je peux pas vous dire encore combien il y aura de pages, mais je pense qu'il sera quand même assez fourni parce que là je suis toujours dans le passé et je pense que je vais étoffer vraiment beaucoup parce que j'aime bien ces deux nouveaux personnages que j'ai créés. Voilà, je trouve ça sympa, ces deux personnes allemandes. Donc il y a une jeune fille de 20 ans qui s'appelle Greta et un homme, un colonel d'une quarantaine d'années qui s'appelle, donc son nom de famille c'est Fischer et voilà, on les suit dans cette première partie de l'histoire. Alors si vous vous demandez quand vous pourrez donc lire cette troisième partie, eh bien disons que moi il me faut en général une bonne année pour écrire un roman. Je ne suis pas ce qu'on appelle un écrivain rapide. Comme ce n'est pas mon métier principal et que j'ai donc un emploi à côté qui m'oblige à être hors de chez moi tous les jours pendant de 7h30 à 16h15, 16h20.
Je peux pas, voilà, je sais pas écrire tous les jours et donc je suis moins rapide que les écrivains dont c'est le métier vraiment principal. Donc moi il me faut vraiment une grosse année, voire même plus, puisque le roman sur la youtubeuse beauté j'ai commencé en juin 2020 et toujours pas fini. Donc voilà, comptez au moins un an. Ensuite, une fois qu'il est fini, il faudra que je le soumette à la maison d'édition. Et disons que la maison d'édition planifie ses romans sur un an. Donc là, par exemple, pour 2022, je crois que tout est déjà planifié. Ce qui fait qu'au moment où je vais leur soumettre mon roman, je pense qu'il faudra attendre encore un an pour la publication. Donc je pense que si je vous dis que vous n'y aurez pas accès avant 2 ans, je crois que c'est un minimum, 2 ans. Voilà, je sais qu'il va falloir attendre super longtemps, mais bon voilà. Je ne sais pas aller plus vite et c'est vrai que j'aurais dû enchaîner le tome 3 après le deuxième tome. Mais j'avais plus du tout la motivation et là je l'ai retrouvé et je suis très contente parce que du coup cette histoire pourra avoir une fin. Ça pourra vraiment faire... Ce sera une trilogie hein, parce que là oui vraiment sur le tome 3 je vais m'assurer que le tome 3 soit le dernier. Je voulais déjà que le tome 2 soit le dernier mais en fait je me suis rendu compte que j'y arriverais pas. Que c'était pas possible de tout raconter sur ce deuxième tome. Donc du coup là je vais m'assurer que le 3e tome soit le dernier. Voilà. Sans vraiment savoir comment il va se terminer. Mais voilà, par rapport aux petites nouvelles, je pense que ce petit vlog comme ça sur une semaine, je vais le clôturer ici. C'est la première fois que je fais un petit peu une vidéo comme ça, reading et writing vlog. J'espère que ça vous a plu. Je vous avoue que j'ai vu ça sur pas mal de chaînes booktube et en fait je m'aperçois moi que j'aime bien regarder ces vidéos là. Je trouve ça très chouette et j'aime bien quand les vidéos sont très très longues. Ça me plaît bien de suivre quelqu'un comme ça sur une semaine. Donc là j'espère que ça vous aura plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si vous souhaitez que je vous fasse d'autres vidéos dans ce goût là. Et voilà, moi je vous dis en tout cas à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!